La guerre, vous le savez, la guerre hybride continue aussi à frapper l'Europe avec une liste de sabotages qui s'allonge en Europe. Jade Partouche, ce qui vous a frappé et ce qui nous a frappé, c'est que parfois ces sabotages visent directement des armements destinés à l'Ukraine. Effectivement, c'est ce que nous apprend cet article du New York Times. Des usines ou des dépôts d'armes à destination de l'Ukraine ont été visés un peu partout en Europe. Alors, le New York Times donne plusieurs preuves à l'appui. D'abord, vendredi 3 mai dernier, un énorme incendie s'est déclaré dans une usine à Berlin. Vous découvrez les images ici. Une usine appartenant à une entreprise d'armement qui fournit de l'aide à l'Ukraine, alors que quelques jours avant, le 18 avril précisément, deux Germano-Russes ont été arrêtés en Bavière et projetés justement d'attaquer des sites militaires via une attaque à la bombe, des sites militaires utilisés par les forces américaines sur le sol allemand. Selon les renseignements américains, ce sont des mandataires russes qui seraient justement à l'origine de cet incendie. Ce qui a probablement mis la puce à l'oreille, ou en tout cas les premiers à avoir très sérieusement alerté, ce sont les Britanniques. L'un des premiers sabotages attribués à la Russie, c'était en mars dernier. Un entrepôt d'armes à destination de l'Ukraine a été incendié. Des agents du GRU avaient utilisé un bâtiment diplomatique russe en Angleterre pour recruter des locaux sur place pour pouvoir commettre cet acte criminel. Parmi les Britanniques accusés, l'un d'eux a été formellement accusé d'avoir aidé un service de renseignement étranger. Même si ces actes peuvent paraître effectivement assez aléatoires, les responsables de la sécurité américains et européens affirment qu'ils font partie d'un effort concentré, je cite, de la Russie pour ralentir les transferts d'armes vers Kiev, et donner l'impression d'une opposition européenne croissante au soutien à l'Ukraine. Ils veulent mener la guerre en Europe, mais ne veulent pas d'une guerre avec l'OTAN. C'est la raison pour laquelle ils font toutes ces choses qui sont en deçà des attaques conventionnelles. Le directeur des services de renseignement allemands aurait informé récemment ses homologues français, britanniques et suédois du risque de sabotage considérablement accru, avec un risque, je cite, vous le voyez, un potentiel élevé de dégâts humains et matériels un peu partout en Europe. Merci beaucoup, Jade. Amiral Vichot, est-ce que ça peut avoir le moindre impact sur, j'allais dire la dynamique, elle est un peu rouillée concernant certaines armes, mais sur la dynamique européenne de livraison d'armes à l'Ukraine? Oui, ça peut avoir un impact, c'est certain, parce que le renforcement des mesures de sécurité, le choix des entrepôts sécurisés, tout ça, ce sont des problèmes logistiques qui vont compliquer encore l'acheminement des matériels vers l'Ukraine. Donc tout ce qui est de nature... Quand une usine est sabotée et qu'on soupçonne fortement la Russie, qu'est-ce que ça sous-entend comme mesure ? Tout dépend des dégâts qui ont été causés. Si vous avez détruit, par exemple, une chaîne de production, sachant qu'en plus, comme on le sait tous ici, le principal problème, c'est la chaîne de production, c'est-à-dire que nous n'en avons pas beaucoup. À partir du moment où vous en cassez une, ou simplement vous la désorganisez, vous ralentissez considérablement l'arrivée des produits sur le théâtre. Puis après, il y a toute la manière de s'attaquer à la chaîne logistique, c'est-à-dire les entrepôts intermédiaires, les voies ferrées. On a vu à quel point les Russes s'en prenaient aux voies ferrées en Ukraine, mais ils peuvent aussi, ça commence à être le cas, semble-t-il, dans d'autres pays de l'OTAN, ils peuvent désorganiser en s'appuyant sur des gens qui sont favorables à leur cause, les transports. Donc il faut être de plus en plus vigilant, de plus en plus soigneux sur la mise en place de ces transports, et pour nous, c'est d'autant plus important qu'il y a peu de matériel, et donc que chaque matériel est précieux. Donc aussi bien au niveau de la fabrication jusqu'à son arrivée sur la ligne de front. Et politiquement aussi. La France avait alerté aussi sur les risques de sabotage sur des sites militaires français. Et politiquement, puisque tous les pays ne sont pas au même diapason de la volonté d'armer l'Ukraine, ces sabotages russes aussi, ça peut saper des décisions. Je ne pense pas que ça sape les décisions, pas du tout. En fait, ça ralentit sur le plan logistique. Opérationnel. Mais ce qui est quand même très frappant, c'est qu'en 2018, à la suite de l'affaire Skripal, il y a, je ne sais plus combien, plus d'une centaine d'espions russes qui ont été expulsés. Et le sentiment avait été d'expurger, effectivement, de cette présence russe en Europe. Or, ce n'est pas du tout le cas, parce qu'ils sont toujours très présents. Et puis, surtout, ils recrutent parmi des sympathisants. Oui, parce qu'il faut avoir des relais. On apprend à l'instant par l'AFP qu'un ex-officier vient d'être condamné à 3 ans et demi de prison pour espionnage au profit de la Russie en Allemagne. Un ex-officier allemand.
En Allemagne, il y en a beaucoup. Allemand. Parce qu'il faut avoir des relais dans chaque pays. De chaque pays. Un exemple assez absolument. Il faut des complicités. Oui. Et en Allemagne, il y a eu beaucoup de cas. En Allemagne, vous aviez toute l'armée de la RDA, de la République démocratique allemande, c'était avant l'effondrement du mur. Et tous ces gens-là, tous les gens qui avaient un grade supérieur à celui de capitaine avaient été licenciés. Donc, brutalement. Ils s'étaient reconvertis dans d'autres activités. Donc, voilà, c'est autant de gens qui ont une revanche à prendre. Et donc, il y a un vivier encore très important. Malgré, depuis 2 ans, quand même, on fait attention. Mais il y a un vivier à disposition pour les Russes pour mener ces actions de sabotage dans les pays européens. Y compris, ça a été dit, le nôtre. Je pense notamment aux étoiles de David, aux pochoirs et aux mains rouges. C'est une forme de sabotage, le terme n'est peut-être pas approprié, mais sabotage de notre démocratie et de notre vivre ensemble. Et effectivement, Jade, dans la sphère informationnelle. Donc ce sont des illustrations supplémentaires du fait que la Russie fait la guerre par des moyens hybrides et qui reste pour l'instant, je dis bien pour l'instant, sous le seuil de la létalité au Royaume-Uni, en Allemagne, en Estonie, en Suède, en Pologne. On a un immense centre commercial en périphérie de Varsovie qui a été mis dans lequel s'est déclenché un immense incendie. Et donc la question, c'est comment qualifier cela ? Comment y répondre ? Parce que nous devons répondre à cela. Je voudrais juste vous soumettre, avant qu'on se quitte provisoirement, bien sûr, cher Thierry, cet échange aigre-doux entre le patron de l'OTAN, Stoltenberg, et Giorgia Meloni, la présidente du Conseil italien. Voilà ce qu'a dit Jens Stoltenberg hier, secrétaire général de l'OTAN. Je pense que le moment est venu pour les alliés de se demander s'ils doivent lever certaines des restrictions qui leur sont imposées sur l'utilisation des armes qu'ils ont données à l'Ukraine. C'est un débat qui monte. Il faut permettre à l'Ukraine d'utiliser nos armes pour frapper la Russie. Rome, je ne sais pas très bien comment le dire, c'est cabré. Ça a beaucoup énervé Giorgia Meloni, qui a répondu ceci. Je ne sais pas pourquoi Stoltenberg dit quelque chose comme ça. Nous devons être beaucoup plus prudents. Je suis d'accord sur le fait que l'OTAN doit maintenir sa fermeté, mais elle ne doit pas montrer de signes de cession. Il y a comme une crispation en Europe, en Italie, par rapport à ce que voudraient d'autres pays. Et comment vous le comprenez et quel effet ça peut avoir? Alors n'oublions pas, que Mme Meloni est à la tête d'un gouvernement d'extrême droite quand même, et qu'on sait qu'en général l'extrême droite européenne n'est pas vraiment toujours favorable à ces mesures d'aide à l'Ukraine. Jusque-là, elle avait été à peu près alignée. Oui. Alors, ministre de la Défense. Non, mais... D'accord, oui. Et pas Matteo Salvini, surtout, oui, en Italie. Bien sûr. Oui. Et d'ailleurs, je vous signale que le vice-président du Conseil, j'ai oublié son nom, peu importe, a dit qu'il fallait que Stoltenberg s'excuse ou dise qu'il a fait des erreurs, etc. Enfin, donc, aller à Canossa, comme on dit. Salvini. C'est Salvini, c'est Matteo Salvini. Ouais. Matteo Salvini, voilà. Donc... Oui, excusez-moi. Oui, allez-y, je vous en prie. Non, mais Stoltenberg ne peut pas parler au nom de l'OTAN. D'abord, ce sont les pays qui sont engagés et non pas l'OTAN en tant que tel. Et s'il n'y a pas d'accord, il s'exprime uniquement... Il est allé trop vite. Il a été au-delà de ses prérogatives. Oui, absolument, mais il quitte ses fonctions. Il est en fin de mandat et ceci explique cela. Pardon de vous avoir interrompu. Donc il pousse les feux pour les dernières semaines à la tête de l'OTAN, quitte à déroger à certaines prudences. Non, Stoltenberg, je veux bien qu'il soit en fin de mandat, mais il n'est pas à la tête avec tout le respect que j'ai pour les MJC, une MJC, il se dit tiens, je vais dire ça, c'est-à-dire que c'est concerté, c'est un moment de déclaration, il sait que ça va être repris, et donc il y a quand même politiquement quelque chose derrière. Et ce qui va alimenter, encore une fois, la gestation à laquelle on assiste, où un non finit par devenir un oui, c'est que Zelensky, ce week-end, a expliqué, vous savez, qu'il disait que ce qui se passait à Kharkiv, c'était une première vague. La deuxième arrive, il y a à nouveau des troupes et du matériel, en quantité certes insuffisante. Parler des vagues russes. Oui, bien sûr. Côté de Soumis. C'est-à-dire, voilà, on les voit, il y en a en Biélorussie, il y en a côté Russie. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On attend à nouveau qu'elles rentrent sur notre territoire souverain et qu'elles massacrent et qu'elles démolissent, ou est-ce qu'on peut les cibler du côté russe de la frontière ? Est-ce que Mélanie, elle se cabre sur la forme, c'est-à-dire ce que disait Sylvie, l'OTAN est allée trop loin par la voix de Stoltenberg, ou est-ce que sur le fond, jamais elle donnera son autorisation ? Jamais. Jamais. Amiral Vichot ? Je ne sais pas. Vous ne savez pas, mais est-ce que là, il y a comme un nouveau frein
qui apparaît en Europe sur l'aide à l'Ukraine. Ah oui. Oui. Alors, faut rappeler une chose. Les nations délivrent ce qu'elles ont choisi de délivrer. Oui. Et ce n'est pas une décision de l'OTAN. L'OTAN, elle coordonne le flux logistique parce qu'elle a proposé de le faire et que tout le monde, italien compris, a accepté qu'il en soit ainsi. Mais le choix des armes qu'on met dans la ligne qu'on alimente, c'est bien chaque nation qui dit je donne des obus, je donne des missiles de telle portée, etc. Donc la prise de position de chacun des 27 décideurs, c'est-à-dire des gouvernements, c'est lui qui dit ce qu'il va faire. Et après, l'OTAN met en musique. Mais il met en musique. Là, c'est l'utilisation des armes que chaque nation a choisi d'envoyer. Fort justement, il a dépassé ses prérogatives parce qu'il n'a pas traduit un avis politique consensuel. Par contre, ce qui est certain, c'est que Mme Meloni a le droit de choisir de ne plus donner une cartouche de fusil, au contraire, libérer totalement ses avions.